pas fort, quelle ironie. Yo, man! Yeah! Bonjour à tous et merci d'être sur Animusique pour ce nouveau numéro de La Voix des Héros. Aujourd'hui, c'est un comédien qui est à l'honneur. Vous entendez beaucoup sa voix ces dernières années dans des séries à succès, mais aussi dans pas mal de dessins animés. Nul doute que son rôle le plus marquant reste celui de Jack Bauer dans la série 24 heures chrono. Malgré le caractère du personnage, Alexandre et moi-même n'avons pas craint une seconde d'aller à la rencontre de Patrick Béthune. Vous commencez à en avoir l'habitude lorsque cela est possible, et ce fut le cas ici. Nous faisons enregistrer à notre invité quelques petites scénettes qui viendront donc illustrer l'interview, de même que quelques génériques. Je vous retrouve donc sans plus attendre avec Alexandre et Patrick Béthune. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Animusique pour ce nouveau numéro de La Voix des Héros. Je suis aujourd'hui avec Alexandre et notre invité Patrick Béthune. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous recevoir pour Animusique. C'est avec plaisir. Alors on va parler un petit peu de votre carrière, et puis tout ce que vous avez fait, tout ce qui est à venir, ce que vous avez vécu. Oui. Alors on a l'impression, quand on fait quelques recherches sur votre carrière justement, qu'en tant que comédien vous avez un peu débuté sur le tard. Oui. Vous avez exercé, si je ne me trompe pas, quelques professions auparavant, un peu différentes de... Oui, complètement différentes. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de tout ça ? Oui, disons que j'ai commencé... j'ai d'abord commencé à travailler sur l'organisation de concerts rock pendant 6 ans, en 1976, donc ça remonte. Mais bon, c'était les premiers... la première vraiment grosse organisation de concerts. On faisait... mon premier concert, c'était Paul McCartney, Neil Young, la tournée des Stones. Voilà, donc c'était vraiment... Et ça, j'ai fait ça pendant 6 ans, puis après, bon, c'était un petit peu fatigant. J'ai arrêté et je suis devenu antiquaire, donc absolument rien à voir. Et là, j'ai eu... je me suis installé au Puce de Saint-Ouen, j'ai eu 1 ou 2 boutiques dans Paris, enfin bref, voilà. Et ensuite, là, j'ai fait ça pendant 12 ans, puis j'en ai eu assez, donc j'ai arrêté, puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de revenir, parce que j'avais déjà vraiment l'envie d'être comédien quand j'avais 17-18 ans. J'avais commencé à travailler avec Jean-Laurent Cochet à l'époque, avec Andreas Voutsinas, et puis j'avais arrêté, parce que j'avais trop peur, je crois. Ouais, j'en suis même sûr. Et lorsque j'ai repris à 35 ans, 38 ans à peu près, et bien à ce moment-là, j'ai pris des cours de théâtre. Je me suis inscrit chez Nils Arestrup au théâtre, à l'école du Passage, et sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, eh bien, je me suis retrouvé à jouer dans des pièces. J'ai fait ça pendant 6-7 ans. Avant de rencontrer un copain qui jouait dans une pièce et qui m'a dit « Mais tu veux pas essayer le doublage et tout, je vais te faire rencontrer une petite famille qui fait ça et tout, et qui va t'apprendre le boulot sur le tas ». Ce que j'ai fait, j'ai assisté d'abord pas mal, ensuite j'ai commencé avec des petits rôles, et puis les choses se sont un petit peu enchaînées, et puis assez rapidement j'ai eu la chance de passer le casting sur 24 heures chrono. Et que j'ai eu la chance de réussir, et c'est ça qui m'a vraiment lancé dans le milieu, qui m'a fait connaître un petit peu davantage, quoi. Voilà. Pas facile quand même de reprendre, de changer de voix totalement à plus de 30 ans. Oui. Pour être réticent comme ça. Disons que ce que je m'étais dit à l'époque, c'était bon, voilà, je vais essayer de faire le métier de comédien, on verra. Si ça marche pas, tant pis. Voilà. C'est ce que je me suis dit à 35 ans. Ce qu'on se dit pas à 20 ans, parce qu'à 20 ans, on se dit ouais, j'y vais, je fonce jusqu'au bout, je vais y arriver et tout, c'est ma passion. Moi, ça m'intéressait énormément. Mais je savais pas du tout si ça me plairait vraiment, si je réussirais à aller jusqu'au bout, voilà. Et c'est vrai que après le doublage m'a aidé à gagner ma vie aussi. C'est pas évident, surtout en faisant du théâtre. Et du coup, ça m'a permis de continuer. Donc avec le recul, vous regrettez peut-être un petit peu de pas y être allé avant? Non, pas du tout. Non, parce que je pense que j'aurais pas réussi à y aller avant. Il fallait vraiment que je trouve une certaine forme de maturité pour y aller. Et puis il fallait que je vive d'autres choses avant, je pense, peut-être pour me nourrir aussi d'autres choses et d'arriver un peu plus mûr, quoi, en fait, dans ce métier. J'aurais pas pu, je pense,
C'est commencer pas plus avant. mal pour un comédien justement de s'être nourri avant d'autres. Eh ben, il y en a qui en ont davantage besoin, d'autres pas, mais moi, effectivement, j'avais manifestement besoin. Alors, on vous connaît depuis quelques années pour votre voix, notamment, hein, Mhm. les nombreux doublages sur lesquels vous officiez. Donc, vous nous avez raconté comment vous êtes arrivé dans le métier. Ouais, Un rôle comme celui de Jack Bauer dans une série qui devient très vite un classique, ouais. ça aide forcément pour la suite. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est ça en fait qui m'a vraiment permis d'être un petit peu connu dans le milieu déjà du doublage, et puis aussi le fait de travailler donne un certain confort, en tout cas pour avancer davantage, pour être plus performant, quoi. Le fait d'en faire beaucoup, plus on en fait, meilleur on est, quoi, a priori. Vous avez participé à plusieurs séries animées et films d'animation, Ouais. certains japonais, que je vais J'adore. évoquer. Oui. En avez-vous quelques souvenirs? Alors, tout d'abord, Appleseed. Non, non mais disons que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, avec les souvenirs. Je vais m'en souvenir très bien si je vois les images, si voilà. En revanche, les noms, je fais pas du tout attention. Et donc non, ça je pourrais pas. Appleseed, ça me dit rien du tout. Ah, peut-être Priareos. non plus. Ghost in the Shell, Ouais. de Lone Complex. Ça, je me Rôle de souviens. Borna. Ouais. Ça, je me souviens de ça. Vous avez quelques En fait, anecdotes? le premier film d'animation que j'ai fait, d'ailleurs, vraiment, j'avais jamais fait ça, et j'ai eu la chance d'avoir le premier rôle, c'était sur Allô la Terre, ici les Martins. Et c'était vraiment à mourir de rire parce qu'il fallait on pouvait y aller franchement, proposer vraiment faire preuve d'énormément d'imagination, de se lâcher, je trouvais ça complètement passionnant. Et après, effectivement, dans les mangas, dans d'autres films d'animation, c'est toujours un vrai plaisir de faire ça, quoi. Parce qu'on y va, parce que bon, c'est pas du naturalisme, c'est vraiment aller avec l'énergie, voilà, ça c'est vraiment très très sympathique. Donc vous avez un avis plutôt positif sur ce genre de production? Ah bah carrément. Ouais. Ah ouais, c'est très très drôle à faire, et puis on a davantage de liberté parce que bon, c'est pas un comédien qu'on a à l'écran, c'est un petit bonhomme ou un personnage ou n'importe quoi d'ailleurs. Et voilà, il faut lui donner une vie, il faut lui donner une voix, mais on peut lui donner à peu près ce qu'on veut à partir du moment où on se met d'accord avec le directeur artistique évidemment. Mais on peut y aller vraiment davantage dans l'imagination que l'humilité qu'on doit avoir lorsqu'on double un personnage humain. Un comédien en fait qui a déjà lui créé son rôle. Donc nous, Oui, derrière lequel il faut se cacher un petit peu. Ah oui, quand même, le plus possible d'ailleurs, tant qu'à faire. Alors là, vous allez vous en souvenir par contre, parce que vous avez enregistré 8 saisons dans la peau de Jack Bauer. Oui, ça je m'en souviens. Oui. Un petit peu quand même. Oui. J'espère qu'il y aura un film derrière. Oui, il paraît que ça arrive pour l'année prochaine, pour 2012. Ah bon, vous avez regardé un petit peu parce que moi, croisons les doigts. Kiefer Sutherland l'a annoncé. Donc, Oui, mais il l'a annoncé, mais je sais pas si la prod est vraiment bien organisée. Je crois qu'il y a un gros problème de scénario. De scénaristes, je veux dire, qui ne sont pas tout à fait d'accord sur le thème, etc. Enfin bon, bref. Et il faudrait pas que ça tarde trop longtemps, parce qu'il faudrait pas que ce soit dans 10 ans non plus, au moment où on aura un petit peu oublié le phénomène 24, quoi. Puis Jack sera un petit peu vieux aussi. Oui, en plus, il va courir moins vite, etc. Alors sur le personnage de Jack Bauer, vous avez été casté, donc, mais Kiefer Sutherland avait avant vous déjà participé à des films. Ah bah oui, il avait été doublé. Il avait une autre voix. Oui, il en avait plusieurs, oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'on a voulu la remplacer? Non, on n'a pas voulu la remplacer parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de voix officielle. Ça changeait à chaque fois. Ça changeait pas, mais il y a deux comédiens qui l'avaient principalement doublé, deux comédiens qui c'est Marc Saiz et Emmanuel Giacomi, qui l'avaient eux doublé déjà dans des films et tout. Et lorsque la série est arrivée, c'est Philippe Pétieux qui s'est chargé de la direction artistique. Et on lui a demandé de faire un casting. Et donc il a proposé les comédiens qui avaient déjà doublé Kiefer Sutherland. Et en fait, il y en avait 4, donc 2 qui l'avaient déjà doublé plusieurs fois, et 2 autres qui avaient dû déjà le doubler dans d'autres occasions. Et moi, je me suis greffé là-dessus grâce à la société de doublage à l'époque. Et moi, j'avais justement travaillé sur ce dessin animé dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Et puis voilà, la fille de la production a dit à Philippe, écoute, voilà, j'ai un comédien qui serait aussi à peu près dans le même créneau, est-ce que tu veux lui faire passer le casting également? Et Philippe a dit qu'il ne me connaissait pas, il a dit oui, il n'y a pas de problème, je m'en fiche, 4 ou 5, on verra bien. Et puis voilà, donc je me suis greffé comme ça complètement par hasard là-dessus, sur le casting. Et puis après c'est complètement subjectif, après ce sont les chaînes qui choisissent, la Fox, France qui a fait son choix, et là c'est sur une scène, donc c'est vraiment un coup de chance, quoi. C'était la première scène de la première saison, c'est vraiment une scène tout à fait banale, où il est avec sa femme et sa fille, il n'y a même pas vraiment de tension dans cette scène, sauf à la fin je crois un petit peu, mais pas tellement. C'était pas trop représentatif, mais bon voilà, c'est une question vraiment subjective, je sais pas sur quoi ils ont choisi, quoi, grain de voix, même pas, je sais pas. Ils ont certainement hésité parce que je me souviens qu'on a eu pas mal de temps, même plusieurs semaines avant d'avoir la réponse, donc ils ont dû pas mal hésiter avant de faire leur choix. Le choix a été bon, enfin en tout cas pour nous. Ah bah écoutez, c'est adorable, merci. Quel est votre avis personnel sur la série? Mon avis sur la série, c'est un petit peu l'avis de tout le monde, mais je pense, c'est que ça a été une série totalement révolutionnaire dans le monde de la série télévisée. Parce que ça a été la première série qui a eu vraiment des moyens hollywoodiens, sinon même davantage, pour pouvoir la réaliser. Ils y ont mis je ne sais pas combien de scénaristes sur le coup, ils ont mis énormément de moyens, et donc ça a été vraiment la première série. Ensuite il y a eu toutes les autres qui ont suivi avec les mêmes moyens, mais ça a été la première, donc effectivement on s'est retrouvé face à des épisodes pour la télévision qui avaient une qualité cinéma, et donc ça c'était génial à travailler. C'est un scénario super prenant. Voilà, mais tout, c'est ça, un scénario qui est complètement fou, d'ailleurs, des rebondissements toutes les 2 secondes, et qu'ils ont continué avec plus ou moins de réussite, mais bon, par moment ça perdait un petit peu de rythme, mais il y avait toujours cette espèce de folie derrière, voilà, de rythme et de rythme effréné. Non, voilà, j'ai adoré cette série. Et puis au fil des épisodes, donc et au fil des années, j'ai vraiment senti Kiefer Sutherland avoir de plus en plus de poids, de plus en plus de maturité dans son personnage aussi, et c'était de plus en plus agréable à doubler. Il est un peu comme vous d'ailleurs, parce que pour lui c'était un peu une renaissance. Il était un petit peu dans le creux de la vague, et puis c'est cette série qui l'a propulsé. Ouais, je crois, ouais, effectivement. Ouais. Vous étiez fait pour vous rencontrer. Ah bah écoutez... J'espère que vous n'avez pas trop d'affinités avec le personnage dans la série. Bon, je vois pas d'instrument de torture chez vous. Très peu, il y a un couteau là. Oui, il y a quand même un minimum, Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Chloé, t'es certaine que le périmètre est sécurisé? Non, j'ai pas le temps d'attendre des renforts. Si je veux sauver la présidente, je dois agir maintenant. D'autant plus qu'une taupe s'est peut-être glissée dans la cellule. Quant à toi, qu'est-ce que tu faisais près du transformateur, hein? Chloé, dis-moi tout ce que tu sais. Tout ce que tu sais, tout de suite! Je ne vous apprends rien en vous disant que le personnage de Jack Bauer est un personnage exubérant, expéditif, rentre dedans. Oui. Quel point de convergence de ce personnage de fiction correspondrait avec votre personnalité? Sa faiblesse. Non, ce qui était bien, ce qui a donné d'ailleurs beaucoup de charme au personnage qu'il a créé, c'est justement son côté totalement humain, le anti Arnold Schwarzenegger, qui fonce, et qui lui c'est toujours quand même dans l'émotion, il torture, mais il n'a pas envie de torturer, c'est par obligation, il se retrouve face à des situations qui le mettent, qui le dépassent, mais qui lui va réussir à dépasser, mais il y a un côté très très humain quand même, et ça je trouve que ça lui donnait vraiment un charme, et en même temps ce qui attirait beaucoup dans
dans la réussite de ce personnage-là. C'est justement ce côté vraiment définitivement humain, quoi. Malgré son côté surhumain d'être capable de faire des choses pas possibles en 24 heures. Mais non, il y avait toujours quand même un petit côté, oui, on se rapproche, on pouvait se comparer à lui. Il y avait quelque chose de quand même manifestement qui pleure quand il perd sa femme, enfin des choses comme ça, quoi. Ouais, il n'a vraiment pas de chance en plus. Il n'a pas de chance, il n'a pas de chance avec sa fille, il n'a pas de chance avec rien du tout. Il lui est arrivé que des malheurs. Et beaucoup de soucis, ce Jack Bauer. Ouais, c'est pas fini, on espère. J'espère. En tout cas pour un dernier. Ouais. Vous avez pu rencontrer Kiefer Sutherland sur le tournage de la série. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé? Mais en fait, j'étais parti à Los Angeles pour présenter un film dans lequel je jouais avec le réalisateur français. On est partis tous les deux, et tous les trois avec une autre comédienne, et pour le présenter à un festival à Los Angeles. Et puis donc je suis resté une semaine, et lorsque je suis arrivé là-bas, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée d'essayer de joindre je suis à Los Angeles, c'est génial, je suis là dans l'endroit de tournage de 24, moi ça faisait déjà 2 saisons que je le doublais. Et j'ai réussi à avoir par internet son agent, et qui m'a tout de suite renvoyé sur son assistante, que j'ai appelé. Je lui ai dit voilà, je suis la voix française de Jack Bauer sur la série que Kiefer tourne. Elle me dit mais je vous rappelle dans un quart d'heure, et un quart d'heure plus tard j'avais le rendez-vous le soir même pour le tournage, sur le tournage de 24 en pleine nuit à Pasadena, je me souviens. Et donc je suis arrivé à 1h du matin là-bas, et puis j'ai assisté au tournage. J'ai d'abord vu Kiefer Sutherland qui est venu me voir en me disant ça ne dérange pas d'attendre un petit peu, parce que là on va avoir quand même 2-3 heures de tournage. Et puis au bout de 3 heures, d'abord c'était génial d'assister au tournage, parce que voilà, l'éclairage tout à fait particulier des scènes et tout, qui était vraiment personnel à la série. Je l'avais vraiment sous les yeux, je voyais comment il travaillait et tout, donc c'était assez passionnant. Et puis après, j'ai pu discuter avec lui. Voilà, il m'a demandé comment la série était reçue en France, si ça marchait bien, si les gens aimaient bien, etc. Je l'ai beaucoup rassuré. Je crois qu'il n'était pas très inquiet en même temps. Et puis voilà, ça s'est très bien passé, à tel point, c'est qu'à la fin, il m'a dit que si je venais tourner aux États-Unis, si tu viens tourner aux États-Unis, je te double. C'était vraiment un clin d'œil très sympathique. Voilà. Bon, il faut que je tourne aux États-Unis, donc. Et justement, alors, Patrick Béthune et le cinéma, ça donne quoi? Patrick Béthune et le cinéma, c'est un peu en stand-by en ce moment. Non, en stand-by, non. Je suis sur un film du même réalisateur pour lequel j'étais parti d'ailleurs à Los Angeles, qui a fait son 2e long-métrage en ce moment. Et je suis pas des premiers plans. Je dois tourner normalement au mois de juin avec lui. Et voilà, entre-temps, j'ai tourné il y a 3 ans un long métrage avec Annie Girardot, un de ses derniers films, sinon le dernier d'ailleurs, je sais pas. Et un film que j'avais à la fois dans lequel j'étais donc en tant que comédien et aussi en tant que direction d'acteur. C'était totalement passionnant. Et puis, sinon, je tourne dans des courts-métrages de copains ou des courts-métrages de gens qui viennent me chercher, me proposer. Voilà. Vous êtes ouvert à toute proposition? Je suis ouvert à toute proposition. Les propositions, oui. Les réalisations, je sais pas. Ça dépend des propositions. Y compris dans le domaine publicitaire? Oui. Alors ça, en revanche, j'en fais pas beaucoup. J'en fais je fais des publicités voix. Mais en tant que comédien à l'image, non, j'en fais pas. Non, j'ai passé quelques castings, mais ça n'a pas marché. J'ai pas le souvenir. Alors, j'avais fait au moment de l'Euro, lorsqu'ils avaient lancé l'Euro, ça fait déjà un moment, quoi, où là j'avais participé à quelques pubs. Non, sinon j'en fais pas. Non, je fais pas de pub filmée. Toujours par rapport à 24 heures chrono, ce rôle de Jack Bauer vous éprouvait-il tant sur le plan de la concentration que vocale? Non. La concentration. Disons que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais parce qu'il faudrait vraiment assister au travail pour comprendre. En fait, si vous voulez, nous dans le doublage, il y a d'abord une technique de départ qu'il faut choper.
qui est le fait de lire cette bande rythmo qui passe sous l'écran, sous l'image, pendant qu'on voit d'abord une première scène, ensuite on la voit une deuxième fois pour bien suivre le texte et savoir exactement ce qu'il dit, mais de voir l'énergie, et ensuite on y va. Alors est-ce que de concentration, non, d'application, d'attention, voilà, c'est plus ça, et puis le plaisir de se lâcher et de jouer. Voilà, il faut vraiment jouer, quoi. C'est vraiment un travail de comédien, quoi. Enfin, en tout cas pour moi, c'est pas du tout éprouvant, et au contraire, c'est un vrai plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce métier-là. Ouais, vraiment, je m'amuse. D'abord, on change de personnage comme de chemise, de personnage de fou furieux, un personnage extrêmement simple et vrai, à des personnages justement aussi de bande dessinée où là il faut une énergie et beaucoup de fantaisie. Enfin, voilà, quoi. Justement, c'est bien parce qu'on aurait pu vous cataloguer justement par rapport à Jack Bauer, mais c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout, mais un petit peu quand même. Disons que évidemment quand vous avez quand vous êtes principalement connu pour un style de rôle, c'est vrai qu'on va davantage vous proposer sur ce style de rôle. Heureusement, heureusement que après. Sur d'autres petits rôles, sur des guests dans des séries, on commence à... des gens m'avaient proposé déjà à l'époque des choses un petit peu totalement différentes, ce qui permet d'avoir un panel un peu plus large. D'ailleurs, habile transition, pour vous poser une petite question. Oui. Si je vous parle d'une petite ville perdue au milieu des montagnes, oui. Où un médecin renommé a décidé de sortir avec ses enfants, qu'est-ce que vous me dites? Alors donc, effectivement, c'est là où j'ai rencontré ce comédien Treat Williams, qui est un super comédien. Et là, ça n'avait effectivement plus rien à voir avec Jack Bauer, parce que là, c'est un personnage tout à fait a priori banal, qui a une famille, qui a des petits problèmes de famille, etc. Bon. Donc c'était beaucoup plus simple comme personnage, pas plus simple à doubler, parce qu'il n'y a pas plus... Je précise aux auditeurs qu'on parle de la série Everwood. En fait, c'est la série Everwood, voilà, qui a duré un certain temps aussi. 4 ans, 4 saisons. 4 saisons, voilà. Et ça, c'était très, très, très agréable à faire aussi, parce que le personnage était plus... commun, plus vrai, ça demandait plus un travail ça demande toujours un travail de sincérité, mais là c'était plus... Beaucoup plus de sentiments. Ouais, plus de vérité, plus dans le quotidien, c'est pas évident le quotidien. Beaucoup plus facile de faire des fous furieux que de faire quelqu'un qui parle normalement autour d'une tasse de thé. D'ailleurs, quel souvenir vous avez de cette série? Je vous dis, d'abord parce que le comédien vraiment est un comédien très fin, très très subtil, et donc j'ai vraiment ce souvenir d'avoir travaillé dans la subtilité. C'était vraiment très agréable. Un comédien qui et toujours une bonne équipe autour de nous, donc ça c'est vraiment sympa. On l'a aussi retrouvé dans des films assez bourrins, je crois, Treat Williams. Oui, mais moi pas. Vous peut-être vous l'avez repris encore une fois. Après je l'ai repris. Après j'ai grâce à cette série, je l'ai suivi un petit peu. Il a pas fait énormément de choses très passionnantes. C'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que c'est un excellent comédien. Everwood, justement, n'a pas rencontré vraiment de succès en France. D'ailleurs, la série, je crois qu'elle n'a même pas été diffusée jusqu'au bout. Ah oui, carrément. Ouais. Pourtant, mince. Personnellement, je trouve qu'elle méritait d'avoir le succès. Oui, c'est une série familiale, en même temps. Voilà, donc il y en a peut-être beaucoup, je sais pas, je m'en rends pas compte. Mais en tout cas, c'était vraiment de très bons comédiens, tous. C'était vraiment très agréable à doubler. Et justement, vous avez retrouvé sur la série Karu no Go. Je sais pas si ça vous parle. C'est une série qui est sur le jeu de Go. Oui, un manga là. Ouais, vous êtes retrouvé aux côtés de François Crépon, qui était la voix des femmes dans Everwood, et là il joue encore votre fils. Exactement. Ouais. J'ai comme ça 2-3 comédiens sur lesquels on se retrouve régulièrement et qui se trouvent à jouer mon fils. Bon, voilà, j'ai plus l'âge pour jouer. Oui, François, c'est vraiment une bonne rencontre, vraiment une rencontre extrêmement sympathique. C'est un très très bon comédien. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Ouais. On a commencé, d'ailleurs, je crois, à l'entendre beaucoup en même temps que vous.
Ouais. J'ai pas l'impression de l'avoir entendu avant. Donc, Et puis c'est vrai que c'est une voix qui ressort. Oui, puis il a vraiment bon, d'abord c'est un type extrêmement sympathique et puis qui a vraiment une très belle énergie, vraiment très belle sensibilité aussi. Vous êtes bien disputés tous les deux. Ouais. Ouais. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Fram, je sais que tu m'en veux de nous vous avoir emmené ici à Everwood. Le souvenir de ta mère est aussi vivace pour moi que pour toi, même si je sais que tu as du mal à le concevoir, mais... Tu sais, je l'aimais. Je sais que j'ai pas toujours été un bon mari ou un bon père. Mais est-ce que tu vas vraiment m'en vouloir toute ta vie? Dis-moi. Ephraim, s'il te plaît. Justement, je parlais d'Hikaru no Go, vous avez des souvenirs de cette série? Un peu atypique quand même. Ouais, oui, vaguement, mais oui, ça fait un petit moment quand même. Oui, je me souviens effectivement. Il y avait quand même, je crois, 60 et quelques épisodes. D'accord, ouais, je ne sais pas exactement, mais... Ouais. Vous connaissiez le jeu de Go avant ou pas du tout? Pas du tout. Non. Je le connaissais en tant qu'antiquaire, j'en ai vendu pas mal. Ouais. Mais non, mais j'ai jamais connu j'ai jamais connu le mode d'emploi et je le connais toujours pas d'ailleurs. De façon générale, quel rôle dans votre carrière vous laisse un véritable sentiment d'accomplissement du métier de comédien? L'accomplissement du métier de comédien, ça je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé des moments vraiment des moments forts, mais c'était plus curieusement dans des moments de répétition au théâtre ou de travail sur des ateliers de théâtre que j'ai fait. Alors sinon, pour parler de doublage, d'accomplissement, ça non, j'aurais pas la prétention de dire qu'il y a des choses vraiment accomplies ou que j'ai vraiment ressenti mais j'ai eu des très bons moments de doublage avec Kiefer Sutherland, mais aussi avec ce comédien que j'ai retrouvé après, mais là je me souviens plus de son nom, Stellan Stargate, je crois, qui joue Maugrey Folleuil dans Harry Potter. Oui. Et que j'ai retrouvé dans un film
qui s'appelle la légende de Beowulf. Voilà, Beowulf. Et voilà, c'est vraiment c'est le comédien anglais sublime, avec une émotion à fleur de peau. Ça, c'est fantastique à travailler. Alors, c'est vraiment difficile parce que c'est vraiment tout en subtilité. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et c'est vrai que lorsque il y avait une scène particulièrement dans Beowulf, parce que on nous avait passé le film avant pour nous imprégner un petit peu des personnages, ce qu'on fait rarement, même presque jamais. Et là, quand j'avais vu cette scène arriver, une scène vraiment particulière où il est entre les larmes et la déclamation, il cache en fait ses émotions, mais tout en les exprimant. Enfin, j'ai vu cette scène, je me suis dit, on va jamais y arriver. Et le jour où j'ai commencé à doubler le film, on a commencé par cette scène. Et là, j'ai eu vraiment peur. Et en fait, on l'a travaillé, et le fait lorsqu'on l'a terminé, là, c'était vraiment un moment où je me suis dit, waouh, c'est bien de l'avoir faite, et puis d'avoir eu cette expérience-là. Justement, vous nous parlez d'Harry Potter. Oui. Encore un grand titre, quoi, un classique Ouais. dans lequel vous êtes retrouvé. Oui. Bah, là, c'est pareil, on passe un casting avec Jenny Girard qui dirige ces films de Harry Potter, ces enregistrements. Et voilà, j'ai eu la chance de tomber sur ce personnage. Il y a un personnage haut en couleur et très sympathique à faire. Et très bien joué. Vous connaissiez l'histoire avant Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Ça vous a pas incité à vous y mettre un petit peu Si, un petit peu, mais j'ai pas réussi. Ah. Non, je suis pas du tout. Non, je suis pas rentré vraiment dedans, quoi. Non, pas eu la patience. Oui, surtout que j'ai plein d'amis qui sont, alors là, par contre, à fond dedans, donc, mais non. En tout cas, vous faites partie de l'univers, et eux non. Non, mais en même temps, j'ai bien aimé l'univers, mais voilà. Vous avez essayé les bouquins. Oui. Ouais. Et bon, ça m'a pas affolé, quoi. Bon. Voilà. Un autre univers très connu maintenant dont vous faites partie, celui de Superman, avec Smallville. Ah oui. Ah bah j'en fais plus partie, hélas. Ils nous l'ont fait décéder, papa de Superman. Non, mais il revient. Oui, mais il va pas revenir pour longtemps. Non, mais il revient dans quelques épisodes comme ça. Ah bon, quand même. Oui. Ah, dans la génial. saison 10, là, on le revoit plusieurs fois. Donc vous allez avoir du travail. Oui, non, mais je suis déjà prévenu, effectivement, par Marie-Christine Chevalier, qui dirige justement les Smallville depuis tant d'années. 8 ans, je crois. Bah, là, on est à la 10e saison aux 10 États-Unis. Voilà. 10 ans. Et effectivement, elle m'a prévenu que mon personnage revenait, mais bon, je pense pas que ce soit pour de longues scènes. Mais c'était très sympathique à faire, en tout cas. Pareil. Et puis puis c'est une bonne équipe. Et puis Tony Marot qui double Superman, Clark. Oui. Comment il s'appelle ? Tom Welling. Ouais, voilà. Et lui aussi, je l'ai retrouvé assez quelques fois comme mon fils dans d'autres films ou dans d'autres séries. C'était assez drôle. Vous appelez le papa. Ouais, voilà. Jack Bauer, si, les papas aussi. Pas de chance, Donc, par rapport à Smallville, justement, quel avis vous avez sur la série ? Qu'est-ce que vous portez comme regard sur cette série ? Vous connaissez déjà Superman ? Oui, bien sûr. Bon, moi, j'étais... comment vous dire ? Avant d'être un martien, comment ne pas connaître Superman ? Voilà, bon, déjà dans un premier temps. Ensuite, c'est vrai que de travailler sur la jeunesse de Superman, c'était assez rigolo. C'était assez sympathique. Ça m'a fait, parce que moi je connais Superman, voilà, de loin. Alors là, j'ai appris vraiment l'histoire, comme quoi, effectivement, il est arrivé par une soucoupe volante qui s'est écrasée sur Terre, et que de braves fermiers comme ma femme et moi avons découvert sur notre champ de blé. Brûlé d'ailleurs ce jour-là. Enfin bref. Et puis voilà, le fait d'élever cet enfant, tout ça. Mais bon, oui, c'était une série plein de charme, sympathique, sans grande prétention. Ça a pris de l'ampleur là sur la fin. Vous allez voir quand vous allez reprendre le personnage. Ça a quand même changé. Ah oui, maintenant, d'accord. Smallville c'est fini, c'est Metropolis. D'accord. Il n'y a plus de la langue, c'est Lois Lane. Ça je savais, effectivement. Ouais. Donc j'ai un avis très sympathique, un regard très sympathique sur cette série qu'on a doublé dans des conditions familiales et
qu'avec une équipe voilà, formidable, sympathique, quoi. Des copains. C'était une série de copains comme c'est une série familiale, quoi. Ça tombe bien. Voilà, non mais tout à fait, c'est Ça vraiment se sent ça. un petit peu d'ailleurs. Oui, il y a vraiment de la complicité, il y a vraiment. Puis moi aussi, Smallville, ça fait partie des premières séries avec 24 que j'ai doublé en tant que personnage récurrent. Ce qui est pas, ce qui est assez rare. Restez avec nous. La voix des héros revient dans un instant sur Animusique. Clark, viens une seconde s'il te plaît. Écoute-moi, je sais pas comment te dire ça. Il faut que tu fasses attention, Clark. Il faut que tu fasses attention avec ces pouvoirs que tu as, dont tu t'aperçois maintenant, qui sont tellement incroyables, tellement forts, tellement... Fais attention de ne pas en abuser. Vraiment. Je te fais confiance, mais fais attention. D'accord ? Bon. Allez, viens, on va manger.
José Lucioni lors d'une interview de faire remarquer à juste titre de perfectibilité dont souffrent les adaptations en matière de jeux vidéo. Qu'en pensez-vous? En jeux vidéo? Oui. Vous avez travaillé sur pas mal de jeux vidéo. Ah oui, j'ai travaillé sur pas mal de jeux vidéo. En revanche, de juger l'adaptation sur le jeu vidéo, moi je peux davantage juger l'adaptation sur un film ou sur un téléfilm ou sur même un documentaire que sur un jeu vidéo, parce que nous, en tant que comédiens, sur un jeu vidéo, on travaille avec des espèces de petits modules de 3-4 lignes ou 10 lignes maximum, ou une ligne le plus souvent, qui vont être des grenades, être des attention, voilà, tous à terre, enfin voilà, ce genre de choses. Ça va vraiment pas loin. Alors je peux vraiment difficilement juger moi de l'adaptation, parce que l'adaptation en soi, il faut vraiment connaître le produit, il faut connaître il faudrait déjà connaître le produit dans sa langue originale, c'est-à-dire en anglais voilà, mais moi on les connaît pas avant et on se retrouve devant des textes qui sont effectivement assez simplistes, mais est-ce que en même temps bêtement scolaire, disait-il. Oui, peut-être un petit peu. Ouais, je me rends pas. Non, là, franchement, je me rends pas compte parce que c'est tellement simpliste souvent, sauf certains jeux ou certains personnages que j'ai eu la chance de faire dans les jeux qui sont qui ont une vraie caractéristique particulière, une vraie personnalité, une vraie voilà. Donc là, on fait une création, mais c'est rare. Très souvent, ce sont vraiment des petits personnages qui passent avec des phrases tout à fait toutes faites et rapides. Les jeux sans trop de scénario, quoi, en fait, un petit peu. En tout cas, le scénario, nous, on le connaît pas. Bon, voilà, nous, on a nos phrases, on a une situation extrêmement vague. Dans l'immédiateté, on arrive, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. On nous dit quand même, on nous montre, quand on a de la chance, on a un visuel. Sinon, très souvent, on n'a même pas de visuel. Mais on nous décrit vaguement le personnage, que ce soit un énorme ours ou un énorme monstre ou un chef d'équipe de guerre, enfin j'en sais rien, enfin bref. Et donc voilà, après la qualité du texte, ça l'est en revanche totalement, et là on se retrouve face de temps en temps à des difficultés, pas tout le temps, mais quand c'est mal adapté sur un téléfilm ou sur un film et on est obligé de temps en temps de changer le texte parce qu'il y a une mauvaise adaptation, et de temps en temps on tombe sur, comme tout le temps, comme partout, on tombe sur des superbes adaptations où là vraiment on n'a plus qu'à jouer et on n'a pas à se poser de questions sur le sens de ce qu'on est en train de dire. Parce que voilà, ça nous arrive de dire une phrase et de s'arrêter et de dire j'ai rien compris ce que je viens de dire. Ah bah oui, ça veut rien dire finalement. Donc il faut la changer. Bon, d'accord, on va la changer. Voilà, ça c'est un problème d'adaptation. Et de temps en temps, au contraire, c'est très très bien tourné. Mais bon, voilà, il y a de bons adaptateurs, il y en a de moins bons, comme il y a de bons réalisateurs, de bons comédiens, de moins bons comédiens. Et vous-même, réalisateur. Êtes-vous féru de jeux vidéo? Ah, pas du tout. Non, je suis absolument incapable de. Je sais même pas, j'ai jamais tenu une manette. C'est pas très parlant pour vous. Dans les mains, pas du tout. Alors maintenant, je connais un peu le principe. On me l'a montré une ou deux fois, mais non, mais j'ai des amis qui ont mon âge, c'est pas une question d'âge, et qui sont eux des férus complètement de jeux vidéo. Mais non, moi, heureusement d'ailleurs, parce que quand je les vois, effectivement, ils passent énormément de temps, quoi, énormément de nuits, donc ils sont en manque de sommeil. Non, moi ça va de ce côté-là, du côté de manque de sommeil aussi. Vous êtes-vous déjà rendu dans les conventions, salons de fans, et quel regard portez-vous sur ce type d'événement? Oui, je me suis déjà rendu effectivement dans des salons plusieurs fois. Moi, je trouve ça génial parce que, en fait, le métier qu'on fait, c'est un métier vraiment, le métier de doublage, c'est vraiment un métier de l'ombre. Il y a encore quelques années, on n'en parlait pas du tout. Voilà, on avait le résultat en français, mais on se posait pas la question du travail qu'il y avait derrière. Et depuis un certain temps, ça intéresse davantage de gens. Il y a Internet aussi qui a joué un gros rôle là-dessus. Et maintenant, il y a ces conventions, effectivement, ces salons, où on rencontre des gens passionnés par le doublage, ou passionnés par les séries, ou passionnés...
Et c'est formidable pour nous, effectivement, de rencontrer le public, en fait, qui nous entend et qui n'avait jamais pu s'exprimer directement par rapport à notre travail. Donc il y a une espèce de reconnaissance du travail qui, moi, me fait plaisir, effectivement, parce que c'est toujours agréable d'avoir une reconnaissance par rapport à ce qu'on fait. Alors qu'on ne l'a pas, évidemment, on l'a, nous, immédiatement, par notre directeur artistique qui va nous dire non, c'est nul, ou ouais, bon, ben c'est bien. Voilà, ni plus ni moins. Et après, d'avoir un retour du public, des gens qui effectivement écoutent la version française, et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont totalement passionnés par les versions françaises, qui connaissent exactement. Moi, j'ai reçu même des mails où on me dit où un fan de doublage me donnait tous les rôles que j'avais fait depuis le début. C'était extraordinaire, parce que je m'en souvenais pas, ou choses comme ça, mais ça prouve que vraiment ça intéresse énormément de monde, et ça, je trouve ça très touchant, et voilà, c'est une reconnaissance, c'est vraiment sympathique. Donc moi, j'apprécie énormément ce genre de démarche, et puis alors j'hésite pas à m'y rendre quand on m'y invite. Pour nous, c'est un petit peu magique, c'est peut-être un grand mot, mais c'est toujours vraiment un plaisir de vous entendre les uns et les autres. Ouais. Oui. Moi, lorsque je faisais 24, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un jeune garçon qui m'appelle et qui me dit voilà, moi, je suis très intéressé par le doublage de la série, d'autant plus que je suis aveugle. Et je suis avec beaucoup de passion la série 24. Et c'était incroyable, en fait, parce que pour lui, le personnage de Jack Bauer, c'était moi. Il n'y a pas de visuel. Donc voilà. Et donc d'un seul coup, c'était effectivement, on se dit waouh, en fait, c'est important la voix finalement. Ça donne de la personnalité, il y a vraiment quelque chose d'important. Et c'était très touchant le fait que justement il ait ce côté, comment dire, c'est le côté du corps, ce qu'il recevait en fait du personnage de Jack Bauer, c'était la voix uniquement, et le son autour, mais donc c'était très troublant et très intéressant. Alors, comme tout comédien, vous évoluez tant au théâtre qu'au cinéma, en doublage. Mm-hmm. Quels sont vos projets à venir et surtout les rêves que vous nourrissez sur votre carrière? Sincèrement, de rêve, vraiment, j'en ai pas j'ai pas de rêve de finalité. Je veux dire, voilà, ça, j'aimerais faire ça. Non, ce que j'aimerais, c'est que comme ça le fait jusqu'à présent, je touche du bois, c'est que non seulement ça continue, mais que ça continue en se bonifiant, c'est-à-dire en ayant des rôles de plus en plus intéressants et de pouvoir, donc plus le rôle est intéressant, plus on s'éclate, et plus on évolue nous-mêmes. Et voilà. Donc en fait, si j'ai vraiment quelque chose dans le futur que j'espère vraiment, c'est le fait d'évoluer dans mon métier, quoi. Et donc pour évoluer, il faut travailler, et donc travailler encore. Mais plus dans le théâtre, dans le doublage, dans le cinéma. Oh bah les trois. Plus. Oui, les trois avec voilà, suivant les opportunités, mais c'est vrai que le théâtre est quand même une des spécialités sur lesquelles on évolue, on fait davantage évoluer son comédien, quoi. Pour moi. Maintenant, il y en a d'autres qui s'éclatent plus dans le cinéma, mais bon, voilà, c'est vrai que le fait d'être sur une scène de théâtre, le fait d'avoir l'opportunité d'avoir ces longs moments de répétition qui nous sont proposés, où on peut travailler sur des improvisations, sur des propositions, ça fait vraiment évoluer ce qu'on appelle notre comédien, quoi. D'être en contact direct avec le public aussi. D'être en contact direct avec le public, évidemment, mais aussi tout le travail en amont qui, lui, est vraiment très très porteur et qui est très enrichissant. C'est justement le temps de recherche. Ça, c'est vraiment un temps, pour moi, qui est vraiment essentiel, avec le regard du metteur en scène en face qui dirige et qui vous permet d'aller dans des directions auxquelles vous ne vous attendiez pas, etc. Voilà.
Et ça, c'est vraiment pour moi le métier de comédien dans tout ce qu'il a de plus excitant et de plus réalisé. Voilà. Après, la pièce, la pièce ou le résultat, c'est le résultat, mais c'est pas le travail qu'il y a avant, qui est lui, pour moi, complètement passionnant. Alors enfin, pour conclure, oui. Auriez-vous un message particulier à exprimer auprès de nos auditeurs et du public? Mais il faudrait préparer les questions à l'avance, là, ce serait plus sympa. Oui, mais ça perd de la spontanéité. Non, je rigole, alors qu'elles ont été préparées déjà depuis 3-4 jours. Non, je rigole. Non, là, ça me prend complètement de court. C'est quoi la question, vous pouvez répéter? Auriez-vous un message particulier à exprimer auprès de nos auditeurs? Non, j'ai pas de message particulier. Non, si j'ai un message particulier pour le public, c'est un message que je me fais à moi-même plutôt voilà, comme je vous disais il y a 2 secondes, pour évoluer le plus possible dans ce métier. Voilà. Maintenant, je sais pas comment gérer cette question, finalement, qui m'embarrasse bien. Mais non, généralement. Sinon, en tout cas, je les remercie de regarder les films en version française, d'apprécier la version française. Et là où je suis vraiment, ce que je vous disais, et je répète, là où je suis touché, c'est que les gens s'intéressent de plus en plus à notre métier de l'ombre, qui est le métier du doublage, le métier de la voix en règle générale, que ce soit de la pub, parce qu'il y a des gens aussi qui sont passionnés par le travail de voix sur la publicité, sur les documentaires, sur les jeux vidéo, etc. Et pour nous, c'est important de savoir qu'il y a un public effectivement qui est touché par notre travail. Voilà, c'est eux que je remercie entre autres. Et puis merci à vous d'avoir répondu à nos questions. C'était avec plaisir. Et puis peut-être à très bientôt, Patrick Béthé. Avec plaisir encore une fois. Alors, Albator, quelle ironie!